Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Ce site essaie de démontrer que l'humanité, l'évolution de l'humanité a un sens, une orientation, une finalité. Nous construisons sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Le paradis, c'est-à-dire la paix universelle, la fraternité absolue, la fin de l'homme loup pour l'homme, un système 100% écologique où l'homme n'a plus aucun impact sur la planète, l'homme qui a résolu tous ses problèmes pathologiques, ben, tout ça, on sait le faire, on comprend qu'on peut parvenir à ça. Par exemple, sur nos pathologies, on sait très bien qu'elles viennent de nos traumatismes d'enfance, des maltraitances, de tout un tas de choses comme ça. On peut très très bien arriver à venir à bout de ces maltraitances. Voilà, il suffit que par exemple dans des maternelles, dès l'enfance, les parents soient suivis, véritablement suivis, bien encadrés, bien formés, qu'il y ait une formation pour être enfant, pour être parent, etc. par exemple, qu'il y ait des psychologues dans chaque école, dans chaque classe, pour détecter les problèmes, etc., pour les résoudre, les traumatismes, etc. Bon, voilà, on sait que c'est possible d'arriver à résoudre ce type de choses. Bon, et c'est valable pour tout le reste. La paix universelle, c'est résolvable. La fin de l'homme loup pour l'homme, c'est résolvable, etc., etc. Donc tout ça, j'essaie de le démontrer sur la mécanique universelle. Alors, je vais reprendre l'écoute de la vidéo consacrée à Jacques Derrida sur Avec philosophie, une émission de France Culture. Et je pense que ça sera peut-être la dernière vidéo, 39, 49. Ah, peut-être non, il y en a encore deux, je pense. Donc je lance l'audio et puis je commente éventuellement. Alors, Jacques Derrida, je suis allé regarder deux ou trois petites choses sur, par exemple, la cancel culture, parce qu'on dit que d'une certaine manière, il a permis la cancel culture découlerait un petit peu de cette réflexion sur la déconstruction des choses. Et il y a beaucoup de choses à dire sur la cancel culture. Je pense que je vais essayer de faire une vidéo sur cette nouveauté qui arrive. Mais ce n'est pas une nouveauté si nouvelle, parce que je pense que il me semble que c'était Adam Smith qui disait que pointer le doigt sur quelqu'un qui se conduit mal et qu'on ne peut pas condamner parce que c'est une élite, parce qu'il a une place importante ou quoi que ce soit, c'était ce qu'il fallait faire. C'était là où on ne peut pas condamner directement un être humain, le critiquer suffisamment, le mettre en lumière son comportement, ça suffirait en somme. Et effectivement, c'est ça, la cancel culture, ça en fait partie. Pointer du doigt les choses que la société ne veut pas. Alors, on peut imaginer que c'est quelque chose de... c'est violent, évidemment, mais c'est une façon de corriger la société, de la guider. Et c'est pas pour rien que ça arrive à un moment où, justement, le libéralisme, le néolibéralisme, depuis 40 ans, il est en roue libre. Et en fait, il s'est organisé pour que personne ne le contredise, pour que personne ne le critique. Il s'est acheté des médias, donc
la parole du peuple, on l'entend plus. Et justement, c'est les réseaux sociaux qui ont redonné du pouvoir. Si on était resté sur ces chaînes qui appartiennent aux oligarques, ben, ils font ce qu'ils veulent en réalité depuis 30 ans. Et c'est les réseaux sociaux qui permettent justement de mettre la pression pour aller critiquer ceux qui se protégeraient entre eux, les élites qui se protégeraient entre eux. Voilà, par exemple. Allez, donc je lance l'audio et... Je vous en prie, allez. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'une pensée philosophique qui ne commencerait pas par, d'une certaine manière, déranger, brouiller il parle de Derrida, de Jacques Derrida. Des oppositions, que ce soit homme-femme, homme-animal, où on peut multiplier à l'infini toutes ces oppositions. Qu'est-ce qu'une pensée philosophique qui ne commence pas par désorganiser la pureté d'un certain rapport tel qu'il est pensé dans l'histoire de la philosophie et dans l'histoire de l'Occident, pour parler comme ça, même si lui ne parlait jamais en ces termes-là, l'Occident, l'Orient, vous savez. Bon, mais moi je parle de l'Occident, l'Orient, etc. Les responsabilités de l'Occident, je les pointe parce que c'est ma position géographique et on doit, selon moi, critiquer avant tout sa communauté, son groupe, plutôt que de pointer du doigt les problèmes des autres. En fait, c'est comme ça que viennent et le racisme et l'incompréhension. C'est comme dans un couple, quand on dit « toi, tu as vu ce que tu m'as fait », etc. Comment on peut parler, comment on peut ensuite établir un dialogue. Il faut d'abord commencer, voilà, je m'excuse, je me suis peut-être mal fait comprendre, mal comporté, j'ai mal parlé, etc. Et ça permet à l'autre de dire, ben, écoute, je te remercie de dire ça, moi aussi j'ai peut-être exagéré, j'ai peut-être surréagi, je ne sais pas. Bref, voilà, ça marche comme ça. Et là, on voit à quel point on est dans un point de vue inverse. Dans les médias, justement, dont je parle, qui appartiennent à ces groupes d'oligarques, c'est très facile de pointer le doigt sur l'autre. Vous voyez comment ils se comportent, voilà, etc. Pour pas qu'on les regarde eux-mêmes, en somme. C'est le principe de la perversion narcissique. On pointe le doigt sur des choses extérieures, sur l'autre, de manière à ce que on est tellement sur la défensive qu'on ne parvient plus à voir qu'on est oppressé par celui qui nous pointe du doigt. Voilà. Par ailleurs, c'est ça aussi qui lui permet de se réserver toutes les questions imaginables quant à l'histoire des rapports, des dichotomies de la philosophie. Après, je voudrais aussi ajouter quelque chose concernant ce que vous appelez, pas vous, mais ce qu'on appelle le wokisme. La logique du travail de Derrida ne peut se schématiser simplement en une opposition à l'identité, par exemple, ou à la souveraineté, ou au fondement, comme disait Tavoyot, au fondement de la philosophie occidentale. Pourquoi ? Parce que la possibilité ou le droit de questionner aussi quelque chose de l'anti-identité, du refus de l'identité, voire de la différence, lui est nécessaire, sinon vital. La substantialisation de la différence, il n'y a personne d'aussi critique de ce qu'on appelle la substantialisation de la différence. J'essaie de traduire peut-être dans une langue. Oui, parce que c'est compliqué. Profane. Substantialisation, etc. On n'est pas d'accord avec ces mots. Nous, les simples d'esprit. Les identités figées, etc. Un risque aussi de resécréter de l'identité. Ça, il le dit tout le temps. Et donc, vous pensez même que sur ce point, Derrida pratiquerait la critique des critiques actuelles de l'identité comme embrassant et faisant habiter en elle encore des désirs d'identité. Si on avait le temps, je vous aurais montré des centaines de passages où il est plus que critique,
justement, plus que critique, parce que la critique ne suffit pas, parce que la critique est basée sur des fondements qui ne suffisent pas. C'est pour ça qu'il est hyper critique, c'est son concept. Donc, des Critique de passages quoi? hyper critiques De quoi? du refus identitaire de l'identité. Donc du différentialisme identitaire ou de l'identité différentialiste. Parce que, Oui, parce que la différence, c'est un mouvement. C'est un mouvement, Oui. la différence. Ça n'est pas une Il écrit stase, avec ça un n'est A, pas C'est pour ça qu'il avec un écrit A, avec A. avec Pourquoi un A, d'ailleurs? Pourquoi? pour tout un tas de raisons, pour d'une certaine manière, parce que ce A, il est à la fois, c'est pris dans la critique du phonologisme, c'est à la fois lisible et pas audible, ce A. On ne le voit que qu'en lisant. Hein. Il là, écrit différence fait avec un différence, A. littéralement, il fait un différement, il espace quelque chose. Mais au-delà de ce A, de la différence, il faut comprendre que la différence, quelle que soit son orthographe, quand Derrida s'en saisit, c'est un mouvement. Et c'est pas du tout une stase ou une essence. Donc il n'y a aucune essentialisation, comme l'a dit Raphaël à l'instant, il n'y a aucune ontologisation de la différence. Ce serait un contresens complet. La différence, on ne la maîtrise pas. On ne peut pas la porter en bandoulière, on ne peut pas s'en réclamer. Elle a lieu, la différence. Alors, Je vous en prie. juste un dernier mot, parce qu'on touche à des questions politiques. Alors, il va aussi, dans certains cas, c'est vrai, et je pense qu'il a tout à fait raison de le faire, pour parler ainsi, défendre certains refus minoritaires et identitaires aussi, à leur façon, de l'identité dominante. C'est évident. Donnez des exemples. Donc, Il Derrida, va défendre de ce qu'on appelle les colonisés oui. et certains besoins identitaires de minorités. C'est normal. Mais ça ne l'empêchera pas de déployer justement un autre concept de souveraineté. C'est ça qui va le pousser à déployer un autre concept de souveraineté. Souveraineté du sujet, vous parlez là? Souveraineté du sujet, souveraineté politique, souveraineté liée à un certain concept d'identité, un certain concept d'identité nationale. Donc, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que... Ça pourrait être dit avec des mots plus simples, à mon sens. Oui. Non, mais allez-y. Alors, voilà ce que je vous propose. Moi, j'ai un petit problème avec Derrida. Je vous le dis franchement, tout ce que vous dites m'intéresse beaucoup. Mais parfois, j'ai l'impression que c'est beaucoup de mots compliqués pour dire des choses qui ont été entreprises ailleurs, avant lui, et parfois assez simplement. Et je pense en particulier au travail de Roland Barthes dans Mythologie en 1957, qui emploie exactement certains des mots que vous avez vous-même employés en disant qu'il y a des mythes dans la société qui sont déconstruits. Le mythe de la bagnole, le mythe du steak frites qui serait source de vitalité, le mythe du mariage bourgeois, etc. Et il veut défaire, alors lui il dit défaire, pas déconstruire les mythes, démythologiser. Et il dit que le problème du mythe, c'est qu'il a tendance à purifier, exactement un mot que vous avez employé, Raphaël Zaguri-Orly, à propos de Derrida. Il veut purifier les choses, les innocenter, les fonder en nature et en éternité, comme si les mythes étaient des faits constatés, alors qu'en fait ce sont des construits historiques. Je cite encore, il donne le mythe une clarté qui est celle du constat, ce qui est mensonger, dit Barthes, et encore ce très beau passage, en passant de l'histoire à la nature, le mythe abolit la complexité des actes humains, leur donne la simplicité des essences, il supprime toute dialectique, toute remontée au-delà du visible immédiat, il organise un monde sans contradiction parce que sans profondeur, un monde étalé dans l'évidence, il fonde une clarté heureuse, les choses ont l'air de signifier toutes seules. Et Barthes critique cela et engage à défaire les mythes. Mais n'est-ce pas exactement ce que veut faire Derrida dans la déconstruction, avec un vocabulaire tellement plus compliqué que celui de Roland Barthes? Isabelle Alphand. Alors, à la fois oui et non. Oui, parce que bien sûr que là, dans cette logique de défaire, de défaisance, de délinquance des signes, il y a quelque chose qui est bien sûr qui participe du geste de la déconstruction au sens où Derrida l'entend, qui est un geste très ancien. Mais là, les mythes dont parle Barthes, en fait, défaire les mythes, défaire la construction sur laquelle l'humanité s'est construite, c'est pas les défaire pour les détruire. Le mythe le mariage, bon, c'est quelque chose qui est
qui doit être mis en lumière, tout simplement. Il y a des choses qui posent un problème de liberté, qui posent un problème de bonheur à l'humain, et tout ça doit être mis en lumière, c'est tout. Après, c'est pas... et en mettant en lumière, ça permet de rendre paisible l'humanité. Dire, par exemple, qu'on n'est pas obligé de se marier, on n'est pas obligé d'avoir des enfants, on n'est pas obligé, et qu'il y a une pression sociale qui est là derrière, qui pose ce problème-là, c'est un problème. On n'est pas obligé non plus d'aller prôner le non-mariage, d'aller prôner le fait de ne pas faire d'enfants, etc. Ou alors laisser toutes les versions se faire et chacun se fait sa propre idée. En définitive, travailler sur cette déconstruction, c'est travailler pour la liberté humaine. C'est travailler pour l'égalité. C'est travailler contre le racisme, contre ce qui va faire que la façon occidentale de voir le monde, de se voir soi-même de façon narcissique et de voir le monde le reste du monde de façon un peu méprisante, ça doit être déconstruit. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Alors que ça se fasse pas de manière violente, de manière avec des condamnations brutales, etc., parce qu'il faut décompresser un état d'esprit. Il faut comprendre qu'il y a un certain temps de décompression. Pour décompresser un esprit narcissique, une humanité, un groupe humain narcissique, pour le ramener à quelque chose où il est apte à l'égalité, par exemple, eh ben, il faut du temps. Et il faut qu'il prenne des coups, évidemment. C'est pour ça que le wokisme est important. Il donne des coups à l'Occident, il arrase l'ego. Et c'est ce que font les élites qui montent, par exemple, qui vont mettre leur narcissisme en pâture au peuple. Voilà, ils vont passer dans les médias, ils veulent à tout prix être célèbres pour des raisons X, Y, pour l'argent, pour le sexe, pour ci, pour ça. Ils cherchent à avoir ou pour recevoir l'amour qu'ils n'ont pas eu sous une forme ou qu'ils ont eu d'une façon adulatoire, et donc retrouver quelque chose qui les adule. Et c'est évidemment pas l'amour d'être adulé, c'est quelque chose qui a rien à voir avec ça, et qui va faire que ils vont, par ces excès, ils vont comprendre quelque chose, et le peuple va raboter leur narcissisme. Chaque fois qu'ils vont faire un peu trop les beaux, ben, le peuple va envoyer des choses qui vont les écraser doucement. Et en fait, ils vont se faire soigner le narcissisme à travers ce type de choses. Et là, c'est clair qu'on ne laisse plus rien passer. Là, la société, elle ne laisse plus rien passer. Mais ça se fait malgré tout en douceur. Bien entendu qu'il y a des choses qui sont condamnables et quelqu'un qui abuse de sa position de pouvoir pour abuser de femmes et qu'il est attaqué en justice, ben là, l'ensemble de la société va et en rajoute pour maîtriser cet ego. C'est fini. Avant, ça pouvait passer un petit peu à l'as. Le gars, il abusait, mais il finissait toujours par s'en sortir. Et on le voit, même les hommes politiques qui ont abusé qui ont abusé de l'État, qui ont été condamnés et qui essayent de revenir, ben, ils en prennent plein la tête. Là, les gens... Alors évidemment, c'est injuste sous une certaine forme, parce qu'il a droit de revenir une fois qu'il a purgé sa peine, comme un homme qui a été violent, qui a été un féminicide, qui a commis un féminicide, il a effectivement le droit de revenir une fois qu'il a purgé sa peine, il a le droit de revenir. Mais s'il y a quelque chose qu'on ressent d'injuste, que le peuple ressent d'injuste, il va l'exprimer. Et mine de rien, il va neutraliser
il va continuer à corriger. C'est-à-dire que celui qui voudrait retrouver une célébrité, le peuple va l'empêcher de retrouver une célébrité. Il va le laisser pour pouvoir aller faire son business, mais il va l'empêcher de redevenir ce qu'il était parce que ce qu'il a commis ne le ramène pas à zéro, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc il y a une forme de justice vraiment intéressante dans cette façon de voir le monde avec ce wokisme. Il en parle, il s'en saisit en tant que sémiologue. Ce sont des signes, le steak frites, la baguette de pain. Mais aussi certains trucs du réalisme en littérature, il parle des textes aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est un travail sémiologique, c'est une déconstitution sémiologique, une désédimentation sémiologique d'un système de signes. Ce que Derrida fait, d'une certaine manière, donc peut-être qu'on peut faire un parallèle dans une certaine mesure, mais c'est de s'adresser à la tradition philosophique. Peut-être on pourrait dire qu'il y a comme une manière de relecture des grands mythes, disons, métaphysiques. Oui, il y a sûrement ça dans le travail de Derrida, mais c'est d'une autre complexité que mythologie. Parce que mythologie, c'est génial, mais c'est un coup unique. Mais non, il y a Racine. Non, mais bien sûr, mais moi je ne dirais jamais rien contre. Je ne dirais jamais rien contre Roland Barthes. Mais y compris la lecture de Racine, c'est pas simplement pour démythifier Racine, c'est pour faire entendre la maladie du costume de théâtre chez Racine. C'est pour faire entendre une polysémie, une polysémie dans le texte racinien et dans la manière dont la voix est portée dans le texte racinien. Donc c'est pas simplement. C'est pas derridien ça ? Oui, sans doute. Enfin, la question de la voix, c'est une question derridienne, mais si vous voulez, il y a quand même une singularité du geste derridien qui est de se saisir de ce logos, mythos de la tradition philosophique et de le passer au peigne fin. Bon, alors là, je me rends compte que je comprends rien et ça me rappelle quelque chose de vraiment intéressant. Elle parle de Roland Barthes. Quand j'avais 17-18 ans, ou je ne sais pas, je venais d'arriver à Paris, ça faisait un petit moment que j'étais là-bas, et je suis tombé sur un livre qui s'appelait « Fragments d'un discours amoureux » dans une bibliothèque, et j'ai pris ce livre. Et je n'ai absolument rien capté. Et je n'ai pas fait d'études, j'ai pas le niveau du certificat d'études, donc j'avais aucune capacité de lire. J'ai passé mon enfance à lire des bandes dessinées, des Black Le Roc, des Hakim, des trucs comme ça. Et donc, j'ai absolument rien compris. Et je crois qu'en fait, tout ce que j'ai lu, globalement, à part les choses qui étaient des résumés scolaires, j'ai un mal fou à le comprendre. Il doit y avoir de la dyslexie et tout un tas de choses derrière. Mais je me rappelle de cet ouvrage où je pense que quand je l'ai quasiment lu entier, il me semble, mais je pouvais rien en retenir parce que j'avais rien compris, quoi. Les termes, tout ce qui était dit, j'avais rien compris. Voilà. Bon, bref, pour parler de ça. Et là, je me retrouve à peu près dans le même. C'est une des premières fois où c'est vraiment compliqué. Alors, je pense que quand ces philosophes, ces étudiants en philosophie font des colloques, ça parle comme ça, ils sont entre eux et ils comprennent tout à fait leur langage. Et moi, je serai surtout pas dans une déconstruction de l'universal, de ce truc universitaire, de cet universitarisme, on va dire, parce qu'il est génial, je trouve ça extraordinaire, et c'est normal. C'est comme les forgerons qui parlent entre eux, ils parlent avec des termes de forgerons. Ceux qui ont fait l'Everest, quand ils se croisent, ils peuvent parler de choses où on ne comprendra pas un beignet, mais eux se comprennent, voilà. Donc c'est exactement pareil avec les philosophes et avec la philosophie. Simplement, je réclame un peu de place pour les philosophes naïfs.
C'est comme ça que j'ai intitulé ma philosophie. Philosophie naïve du devenir humain. Et je réclame ce truc de naïveté. C'est pas une naïveté de concept, c'est une naïveté de forme. Et cette naïveté de forme, je ne peux pas faire autrement, c'est tout. Mais on doit pouvoir donner un peu de place, accorder un peu de place et de visibilité à ce type de philosophie. Voilà, pour la petite truc. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Il reste encore un dernier passage pour cet audio. Et après, je passe à autre chose. Ça va me faire un peu des vacances, faut le dire. Allez, à bientôt.